Donc maintenant, on va vous parler de géosourcés préfabriqués, puisque vous voyez qu'un des freins au développement de nos matériaux, c'est de pouvoir avoir des temps de séchage qui soient acceptables sur les chantiers. Et donc la préfabrication est une vraie solution. Et donc je te laisse la parole et je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Simon Impens, agence Simon et Capucine. Donc je vais vous présenter aujourd'hui pas vraiment un projet d'architecture mais plutôt un système constructif qu'on a prototypé au sein d'un projet. Alors pour remettre dans le contexte, nous donc on est basé à Boulogne-sur-Mer hein, dans les Hauts-de-France. Et donc on a toujours un peu pour idée de se dire que sur tous nos projets on dédie, comme à un moment on parlait du 1% artistique, on essaie de dédier un 1% expérimentation. Alors expérimentation au sens large, hein. Donc là on a sur le centre technique on a décidé de dédier 1% d'expérimentation sur un système constructif parce qu'on considère que 1% au sein d'un projet de un peu plus d'1 million d'euros, c'est $1 pour le maître d'ouvrage, donc on n'a même pas besoin forcément de lui en parler, on n'a pas besoin d'aller chercher des subventions, de mettre tout un truc en place qui va faire que finalement on avance quand même relativement lentement. Et donc on a... Ah oui, alors c'est à moi de passer les diapos. On a donc, et comme on aime bien, on est 4, hein, on aime bien travailler en équipe, on essaie d'embarquer à chaque fois tout le monde dans ce 1% expérimentation. Donc là, je tiens un peu, c'est un petit prototypage, il y a une 40aine de mètres carrés. Donc on a aussi voulu présenter ça aujourd'hui pour apporter une échelle qui est peut-être un peu moins énorme que la plupart des projets qu'on voit passer au salon, ce qui est super de voir tout l'engouement qui se passe autour de tous ces matériaux biosourcés, mais il y a aussi dans nos filières une part philosophique d'humain qu'il faut de temps en temps remettre au sein des projets, et notamment de se dire avec qui on travaille, pourquoi on travaille, et c'est toujours mieux, enfin moi je trouve ça toujours mieux d'aller travailler avec mon voisin et d'embarquer mon voisin dans un délire, je vais appeler ça comme ça, au sein d'un projet d'architecture, plutôt que de faire appel à des gens que je ne vais pas forcément connaître, parce que même s'ils sont en France, ils sont à l'autre bout de la France. Donc c'est ce qu'on essaie de développer, nous, de remettre du local, du 100% local dans nos projets. Donc voilà, c'est comme je le disais, un peu plus de 40 mètres carrés au sein d'une grosse charpente en bois. Donc ça permet aussi, quand on lance l'appel d'offres en marché public, de ne pas mettre en danger l'entreprise qui va répondre. On peut se permettre de l'emmener sur des terrains qu'elle ne connaît pas forcément, lui disant bah, « Regarde, tu as un marché à 300 000 euros, là, ces modules prototypés, au final, c'est que 30 000 euros, c'est 10% de ton marché. » S'il y a des problèmes, on va réussir à trouver des solutions sans que ça puisse entraîner des vraies problématiques financières pour l'entreprise. Et donc ça, c'est on va dire, la démarche au sens large. Et là, dans le cadre de notre expérimentation, le constat, c'est un peu de se dire, aujourd'hui, la paille, mais comme la plupart des matériaux bio et géosourcés, pousse pour être massifiés dans les bâtiments. On a des solutions industrielles comme Yellow, que vous allez pouvoir entendre au sein du FIP, qui est de la paille hachée insufflée, qui va prendre beaucoup de place dans les années à venir, dans les caissons préfabriqués, qui sont préfabriqués dans les ateliers. Mais nous, on croit que la botte, elle a encore sa place, parce que quand Yellow va investir le marché, on va se mettre à parler presque de paille de site. Voilà, parce qu'on va se dire, on va poser la question, comme on parle de terre de site, on va se mettre à parler de paille de site. Est-ce que vous faites encore travailler l'agriculteur à côté de chez vous ou pas? Et donc l'idée, c'est de se dire, mais la botte, elle a encore une caractéristique que n'aura jamais un système industrialisé comme la paille hachée, c'est un support d'enduit de terre crue. Et donc travaillons ce support d'enduit de terre crue, c'est ce qui permet aussi de ramener de la terre crue. On a parlé de tous les avantages qu'a la terre crue dans nos bâtiments, mais qui a quand même un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous signez un marché avec une maîtrise d'ouvrage public, vous signez votre OS de démarrage, il faut déjà vous dire quand vous allez livrer le bâtiment. Et généralement, c'est pas demain, mais c'est après-demain. Donc on court tous comme des fous pendant les études et on court tous comme des fous pendant les chantiers. Or, une des grandes propriétés de la terre, quand même, c'est de ramener le temps long dans nos projets. Thériault l'a dit, hein, la terre, c'est prendre le temps. Et donc on s'est interrogé aussi sur se dire comment on évite de bousculer cette terre, cette prise, en travaillant en temps caché, c'est-à-dire en faisant du hors-site et en arrivant au maximum avec les enduits de terre crue déjà sur la paille, qui sont déjà mis en œuvre sur la paille. Voilà, et donc ça permet d'avoir un système qui est 100% local, c'est-à-dire que là on est sur des caissons
avec un cadre en bois local, rempli avec de la paille des Hauts-de-France et qui sont enduits avec un enduitaire qui est fait par le groupe CB qui est juste à côté du chantier. Donc voilà, juste l'image, on a les Hauts-de-France, voilà, ça c'est tous les acteurs qui ont participé à l'expérimentation, aussi bien en conception qu'en réalisation. On voit que c'est un mouchoir de poche, on se connaît tous, là on se croise au FCB depuis 2 jours, voilà, ça crée du lien et ça donne envie aussi à toutes ces personnes-là d'aller plus loin sur les prochains projets, de les faire évoluer. Je le rappelle, c'est un prototype, c'est pas du tout abouti. On peut aussi parler après de ce qui n'a pas marché, de ce qui a à faire encore à progresser au sein d'un système constructif comme celui-là. Donc on n'invente rien, on expérimente mais on n'invente rien. C'est une technique qui est clairement qui nous vient. PyTech en Belgique fait ce type d'ouvrage déjà avec de la terre hors site, mise en place de terre hors site, voilà, dont on s'est inspiré. Et on s'est aussi inspiré de la technique d'Eddy Fruchard, qui est un des précurseurs du monde de la paille, pour ceux qui le connaissent, qui a inventé une technique constructive qui est hyper intéressante, j'essaierai d'avoir le temps d'y revenir après, de parois de paille comprimées, donc qui nous permet en fait de s'interroger un moment aussi sur la quantité de bois qu'on met dans nos ossatures bois paille aujourd'hui. On construit la structure autour d'une botte de paille qui a un anthrax, qui génère des anthrax et des épaisseurs de structure bois qui ne sont pas conventionnelles. Et on remarque d'une manière assez générale qu'aujourd'hui, les solutions constructives qu'on a pour nos caissons en paille, c'est de balancer des lamellés collés de 60 par 360 tous les 47 cm. Et donc quand vous regardez un peu le volume de bois qu'on passe dans les ossatures bois paille aujourd'hui, on n'est pas très frugal. Donc c'était aussi de se dire comment on essaie de gratter au maximum cette quantité de bois pour avoir le maximum de paille, le maximum d'isolant et d'être le plus frugal possible. Donc ça c'est appel d'offres. Moi j'embarque mon bureau d'études bois qui est un bureau d'études IBC, un G-Bois avec qui on avance. Moi je suis formateur pro-paille, donc j'ai un peu la casquette paille au sein du projet. On échange, on se dit comment on va faire les modules. Le plus grand module fait 4,50 m de long par un peu plus de 2,50 m de haut. Donc ça commence à porter un petit peu de poids quand on ajoute l'enduit de terre intérieur et extérieur. J'ai oublié de dire, on a 2 types de modules. Un module qui est enduit de terre intérieur, bardage bois extérieur, et on est allé encore un peu plus loin en se disant on va faire des modules avec enduit de terre intérieur et enduit de terre extérieur. Donc ça sort. En parallèle, on démarre des tests d'échantillonnage et de formulation des enduits avec le groupe CB Green, qui a donc des chimistes qui sont issus du béton à la base et qui, dans leur exploitation de carrière qui est juste à côté du chantier, en fait récupèrent de la fine argilo-calcaire, de l'Ascal 10, qui est une terre crue qui est très chargée en calcaire, donc qui ne peut pas être cuite. On ne peut pas en faire de la céramique, on ne peut pas en faire des briques. Donc sa vocation première, eux, ils essayent de voir comment la valoriser en faisant des enduits de terre crue et des choses plutôt à base de terre crue. Donc on formule. On a une démarche avec le CODEM pour quand même rester en technique courante. Donc l'objectif, c'est d'être en parois de paille comprimée, conforme aux règles ProPaille. Il faut qu'on caractérise l'enduit, qu'on fasse des tests d'accélération Notre objectif, c'est quand même aussi d'accélérer le séchage quand même un peu pour l'entreprise. Donc on prototype des choses. C'est pour ça qu'il y a sur nos enduits terre, là, sur ce prototypage, on a ajouté un biopolymère qui a pour vocation de fluidifier l'enduit et de mettre moins d'eau. Bon, clairement, ça ne marche pas. S'il y avait à refaire, je ferais de la terre crue pure. Mais voilà, on a testé, on a testé les choses. Donc le CODEM a caractérisé pour le MU, pour avoir la diffusion de vapeur d'eau dans les parois. Là, Simon Loisel, c'est l'enduiseur qui nous a accompagnés aussi sur tous ces tests-là, sur la mise en œuvre, test de mise en œuvre. La solution retenue est test de mise en œuvre à plat. C'est-à-dire qu'il y a aussi le constat de dire si demain je dois faire 500 mètres carrés de parois, mes enduiseurs dans mon tissu local, ils sont tous tout seuls. Et au-delà de 100 mètres carrés, ils disent « ouais non là, stop, moi je ne fais pas ça sur de la paille ». Donc l'idée, c'est aussi de se dire comment on simplifie la mise en œuvre pour que lui soit référent, accompagne et qu'on simplifie au maximum pour que ça puisse par exemple être fait par les charpentiers. Donc 5 minutes. L'entreprise de charpente répond, joue le jeu, elle propose des choses pour améliorer le concept, pour améliorer le principe. Et première réunion, Adrien Mailly, là, qui est le patron d'AM Bois, on avait un prototypage à faire ensemble, donc on a fait le prototype ensemble. Il me dit, mais vous vous rendez compte quand même, on est en train de ramener la filière humide dans mon atelier de charpente, c'est quand même un peu chaud.
Et donc on lui a dit mais non, vous allez voir, on va jouer le jeu, on va travailler avec Simon qui est enduiseur et vous allez voir que tout va bien se passer. Donc on a fait un peu de pédagogie, ils étaient quand même pas très rassurés de ramener des tonnes de terre dans leur atelier. Donc ça c'est prototypage. En gros on a le cadre de la mêlée collée qui déborde légèrement de l'enduit, légèrement de la paille pardon, qu'on dimensionne. On a 5 cm côté intérieur, 3 cm côté extérieur. L'idée c'est que ça dépasse pour qu'on puisse tirer l'enduit à la règle, comme finalement une chape traditionnelle. On met une barbotine qu'on applique très liquide, très liquide, qu'on applique avec un râteau pour bien pénétrer dans la paille. Et ensuite, on fait couler la terre qu'on tire à la règle. Et après, il n'y a plus qu'un coup de talochage à mettre pour avoir un aspect de finition surfacé. Voilà, différents tests de finition, taloché, lissé. Voilà, Simon en profite pour faire des tests. Donc, on teste directement le double face. Donc sur la face extérieure qui est à possibilité d'être soumise aux intempéries, on la stabilise légèrement à la chaux, à peu près 3%, entre 3 et 4% de chaux, ce qui permet d'avoir une prise quasiment en 24 heures. Donc on enduit première face, premier jour, le lendemain contre-moule, on retourne le mur et on enduit à la terre enduit intérieur de l'autre côté le lendemain. Donc là on voit le lendemain, on prototype de la terre. Voilà, là c'est les charpentiers, tout le monde se prête au jeu. On finit d'enduire et on relève le mur directement. Bon, prototype ça n'a pas marché, on a eu des petits problèmes, mais in fine, lors de la production, ils ont commencé à relever au bout de 3 jours. Donc on gardait les murs à plat 3 jours et après ils relevaient et ils stockaient à champ les murs parce qu'il y a quand même un sujet. Si on fait de la terre hors site et qu'on se dit que la terre va sécher pendant 3 semaines, il y a quand même un sujet de stockage dans les ateliers. Voilà, une fois que le mur était à peu près pris, on fait des tests, on ouvre, on regarde si la matière a bien adhéré, si le système d'application fonctionne. Voilà, on a eu de la fissuration sur celui-là parce que c'est celui qu'on a relevé, donc c'est le prototype qu'on a relevé trop tôt. Et ça, c'est la phase de production des murs. Donc là, on a Martha qui était là tous les jours, qui est la chimiste qui a formulé la terre. On a le chef d'atelier Auguste et on a les charpentiers qui sont en train d'enduire. Et donc ça, c'est le rendu in fine qui arrive sur site. Donc le rendu, en fait, on est dans un centre technique, donc on se permet, comme l'a dit mon précédent, d'assumer les raccords. Donc on fait des tests où on assume les raccords, on joint les deux murs ensemble, on gère l'étanchéité à l'air et puis on vient lui positionner une contrelatte, je ne sais pas si j'ai une, voilà, ici, qui est assumée. Bon, ça ne marche pas très bien. Et on teste aussi des endroits où on recouvre, on fait un enduit de finition sur l'intégralité, on recouvre tous les montants pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc on a aussi un rendu là à droite qui est en enduit de finition et qui est un bien. Je reviendrai peut-être là-dessus, je vais quand même passer assez vite. 2 minutes. On a fait 2 minutes. 2 minutes. Bah, je reviendrai là-dessus, plutôt si vous avez des questions, l'aspect financier, parce que j'aime pas trop parler de comparatif finance, mais je l'ai fait pour s'il y avait, voilà. Mais en conclusion, c'est le REX. Donc là, on a fait un REX avec l'entreprise de charpente, avec le groupe CB, avec l'enduiseur, pour voir un petit peu où on allait en fait. Donc les pistes d'amélioration. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, là que j'ai, c'est la quantité de bois. On est resté sur une ceinture et bretelle au niveau de la structure bois, donc on a des très gros lamellés collés qui sont le résultat d'un ingénieur qui dit on ne l'a jamais fait quand même, on va quand même mettre des beaux bazars. Donc il fait un appel d'offres avec des beaux bazars et en face un charpentier qui répond à l'appel d'offres et qui dit moi je ne vais pas prendre de risque, puis je suis charpentier, j'aime bien quand ça tient, quand c'est fort. Et donc on laisse des gros trucs. Mais ils sont tous les deux à dire on pourrait très largement optimiser. Aujourd'hui, on est sur de la paroi de paille non porteuse, donc paroi de paille comprimée. On a une charpente qui couvre l'ensemble du bâtiment et on vient créer des modules intérieurs. Clairement, l'enduit n'a pas du tout fissuré. On s'est amusé quand même à bien le charger. Le prototype a bien été chargé. Ce serait l'étape d'après. C'est tout ce qu'on a fait ici, c'est aussi reprendre les codes de la paille porteuse. À mon avis, à part avoir un cintre, en plus on a ce cintre en bois qui participe aussi, mais
à part ce cintre, on pourrait très bien justifier des reprises de charge. Donc ça, c'est au prochain projet, on souhaiterait aller aussi prouver que tout ça s'apporte. Et au niveau de l'enduit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est essayer d'enlever la chaux. On parlait avec Nicolas du RFCP, qui est le coordinateur du RFCP, que vous pouvez aller voir là, qui est là maintenant dans la conférence, mais qui est au stand du RFCP. Il y a un programme de recherche qui s'appelle le POP 30. Le RFCP a gagné voilà, un appel d'offres de l'ADEME européen du POP 30. Il y a des tests qui sont en train d'être faits sur de la terre plâtre en extérieur, me disait Nicolas tout à l'heure, qu'il y a des très bons résultats, donc encore mieux que la chaux. Donc pourquoi pas carrément encore essayer de dégager la chose encore meilleure sur les formulations. Et rester en enduit terre pure intérieur plutôt que d'essayer à s'amuser à ce que je disais, de gagner du temps sur le séchage. Alors qu'en fait, le fait de faire cet enduit en atelier se suffit à lui-même et on travaille en temps masqué. Donc autant laisser de la terre et rester au plus naturel possible. Ici, on n'est pas en terre de site. On est un bâtiment qui est posé sur du remblai. On avait 2 mètres de remblai, donc il n'y a pas de terrassement dans de l'argile, il n'y avait aucun argile. Et le fait de travailler aussi avec le groupe CB a permis d'avoir de la formulation, la vraie formulation de chimie, voilà, de savoir un peu où on allait, de formuler un peu les choses, d'avoir des données techniques. Simon, voilà. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Soyez patient, il y a une super intervention pour terminer. Est-ce que vous avez quelques questions pour Simon sur la construction hors site? Pas de questions? Simon, on te remercie encore. Est-ce que tu veux faire ta petite présentation sur la partie budgétaire? Allez, vite fait. À gauche, prix au mètre carré, réponse à appel d'offres de l'entreprise. On avait des parois aussi un peu plus traditionnelles dans le traditionnel bois, laine de bois. Donc ça a permis quand même de comparer un petit peu pour un R équivalent, c'est-à-dire à peu près un R de 7, les solutions constructives. Donc appel d'offres et retour entreprise après chantier. Il faut savoir, il y a 2 choses qu'il faut savoir. Donc, là, donc, ce que je disais, une des pistes d'économie, ce qui ne bouge pas, c'est la structure en peuplier, donc ça à chercher, qui représente quand même un coût non négligeable supérieur par rapport à un classe 2 épicéa. Donc il faut travailler sur cette notion de bois local pour voilà, optimiser, à mon avis, ce prix qu'on pourrait gagner beaucoup. Et il faut savoir que sur la partie enduit, on descend de plus de 50 € par rapport à ce qu'ils avaient provisionné en appel d'offres. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis alors qu'on a eu des gros désordres liés à des problèmes de couverture, où on a dû reprendre des pans entiers de murs parce qu'ils ont pris de l'eau à cause d'un problème de couverture, enfin, du couvreur clairement, et qui sont intégrés dans ce prix-là. Et donc ça veut dire que si un chantier qui serait passé qui serait bien passé, on serait encore plus bas en termes de mise en œuvre de la paille et de l'enduit. Et donc il y a un vrai... voilà, je pense que quand on arrive, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on arrive à des solutions techniques où isolé avec un R de 7, vous arrivez à 500 € du mètre carré, voire moins, on commence à parler de choses qui sont tout à fait envisageables dans nos bâtiments, parce que là, on est clairement passif avec un R de 7. Donc voilà, c'est un peu voilà, le constat qu'on fait, même si, comme je le disais, c'est toujours compliqué de comparer des choses de but. On ne parle pas du tout des mêmes matériaux. Là, on ne parle pas d'empreinte carbone. On pourrait faire un comparatif d'empreinte carbone comme l'ont fait mes prédécesseurs. En bas, j'ai du placo. Au-dessus, je suis 100% local. On ne parle pas des avantages en termes sociaux de travailler avec des gens locaux. Enfin, on ne parle pas de tout ça dans un prix juste d'analyse de R. Voilà. Et je pense que ça reste intéressant de le faire ici. Merci infiniment. Bravo. Maintenant, on va parler de nouveau terre et bois. Et je vous invite à venir pour présenter le développement d'un système constructif spécifique. Et ça va être le moment de mettre vos casques si vous ne parlez pas anglais. Vous avez vu que tous les projets qui vous ont été présentés, en fait, ils servent de démonstrateurs. Et c'est important pour nous de pouvoir démultiplier ces innovations. Et en fait, on a besoin d'un engagement fort des communes, des politiques globalement pour pouvoir développer nos modes constructifs. Et vous avez un certain nombre d'aides
qui peuvent être mises en place. J'en parlais, j'étais au salon de l'agriculture en début de semaine. J'en parlais avec le sénateur Gontard et en fait, il y a des dispositifs qui permettent d'avoir des aides de 10%. Si par exemple vous prenez un bois certifié bois des Alpes ou là on a parlé ce matin des bois des Pyrénées, c'est important de chercher les dispositifs qui peuvent aider à amortir le surcoût qu'on peut avoir sur nos procédés. Voilà, j'espère que la technique va pouvoir suivre maintenant parce que je ne vais pas pouvoir combler le manque de toute la présentation. Et comme nos intervenants précédents sont là, si vous avez encore des questions, bah, on peut en profiter, hein, parce que oui. Il y a une question au fond à droite. Sébastien Lortolari, donc je profite de ce temps du coup pour peut-être échanger, pour préciser aussi qu'au niveau de la France, on a le plan national terre qui permet de fédérer les faiseurs et les chercheurs pour développer les différentes techniques. Par ailleurs, du coup, il y a le collectif aussi des terreux, avec lesquels on a mis en point un certain nombre de convenances de terre, notamment on a parlé de terre de site tout à l'heure, je dirais terre des sites aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas forcément que la terre excavée sous le bâtiment. Aujourd'hui, on a une somme monstrueuse de terre qui peut être adaptée à la construction dans un rayon court, on va dire, autour des sites de production. Et on a développé cette partie-là, c'est-à-dire la convenance des terres, qui permet de savoir quoi faire dans le cadre d'un projet. Et la moindre énergie, aujourd'hui, on a parlé de sobriété, bah, c'est d'avoir une terre qui est étudiée dans sa moindre transformation pour l'échelle locale, quoi. Voilà. Moi, c'est une petite réaction à chaud à ce qui vient d'être dit sur la Terre. Mets-toi debout, ce sera mieux. Pardon. Une petite réaction à chaud à ce qui vient d'être dit sur la Terre. C'est vrai que c'est hyper intéressant ce qui est en train de se faire sur ce matériau-là. Ce serait intéressant que ce soit absolument généralisé parce que même si on est dans un forum avec des partenaires industriels, on parle de construction avec des matériaux biosourcés et pas avec des produits biosourcés. Et il y a vraiment un virage qui est en train d'être pris par tout un tas d'industriels avec des spécificités, une espèce de privatisation des savoir-faire, privatisation des avis techniques et qui fait que construire avec des matériaux biosourcés, ça va devenir un travail de prescripteur et plus de bâtisseur, c'est un peu dommage. Voilà. Donc il faut souligner les initiatives comme celle du PNTER et de la mixité, enfin de votre collectif, je ne me rappelle plus. Le comité des biosourcés, des géo et biosourcés. En fait, je vais en profiter pour le coup. Nous, en tant que filière, on est là pour le bien commun. Donc c'est important pour nous de faire avancer la R&D, la communication, la notoriété, le lobbying. Moi, je fais entre 50 et 70 rendez-vous politiques par an pour interchambre et construire en chambre, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, parce qu'on a besoin de lever des freins qu'on a en commun sur toutes les filières géo et biosourcées, entre autres sur la fin de vie des matériaux. Et donc, c'est bon, la technique ? Donc je vais m'arrêter là, mais venez, Nicolas va conclure tout à l'heure sur le sujet, mais on a besoin de travailler tous ensemble et d'être porteurs des mêmes valeurs pour pouvoir relocaliser et décarboner. Vous avez vu les courbes, on est vraiment à un moment où on doit absolument agir et c'est maintenant. On n'a plus le temps de se dire on va faire. On a fait la preuve de tous nos matériaux. Vous avez vu tout ce qui se fait pendant tout le forum et ce matin, aussi bien en terre, en chanvre, en paille, en pierre. Vous avez des matériaux absolument sublimes qui sont locaux, qui permettent de relocaliser nos activités. Donc n'hésitez pas, venez nous voir et on pourra développer les sujets et travailler davantage ensemble.